Il y a des remèdes maison qui promettent tellement qu'ils finissent presque toujours par m'inquiéter. Vous connaissez ce ton. Cela change tout. Cela soigne presque tout. 2 ingrédients de cuisine et votre corps vous remerciera pour toujours. Et quand on a mal, quand on est fatigué, quand on sent son corps plus sensible qu'avant, ce genre de promesse peut être très tentant. Surtout après 60 ans, quand on veut des solutions simples, douces, accessibles, qui ne ressemblent pas à une nouvelle bataille. Je m'appelle Isabelle Moreau. J'ai 63 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mélange dont on entend beaucoup parler dans les vidéos de remèdes naturels. L'huile de ricin et le bicarbonate de soude. Peut-on l'utiliser? Oui, dans certains cas, avec beaucoup de prudence. Est-ce une solution à tout? Non. Et c'est justement cette nuance qui me semble précieuse. Parce que la vraie santé, à notre âge, ne repose pas sur des miracles. Elle repose sur l'intelligence, sur l'observation, sur la justesse, sur le fait de savoir quand un geste simple peut apporter du confort et quand il faut arrêter de rêver qu'un mélange maison va résoudre un problème qui demande autre chose. Alors si vous êtes venu ici en vous disant « Isabelle va me dire si ce remède vaut la peine ou pas », ma réponse est la suivante. Il peut avoir une petite place dans une routine de soins, mais seulement si on lui donne sa juste place, pas plus. Ce que j'aime dans l'huile de ricin, c'est sa richesse, son côté très enveloppant, très protecteur. C'est une huile épaisse, presque dense, qui peut aider à adoucir certaines zones sèches, à protéger une peau qui tire, à rendre un massage plus nourrissant. Ce que j'aime moins, c'est la manière dont on lui prête parfois des pouvoirs presque magiques, comme si elle allait dissoudre des bosses, faire disparaître des douleurs profondes, corriger des années de problèmes en quelques applications. Le corps mérite mieux que ce genre d'exagération. Le bicarbonate, lui, est encore un autre cas. Dans certains usages très limités, très légers, il peut avoir un effet exfoliant ou aider à nettoyer une surface. Mais c'est aussi une substance alcaline qui peut irriter la peau, surtout la peau mature, fine, réactive, déjà fragilisée. Et plus on avance en âge, plus la peau devient sensible à ce qui la décape, à ce qui la déséquilibre, à ce qui la traite comme si elle était encore capable de tout supporter. Alors quand on mélange les deux, on n'obtient pas un remède universel. On obtient, au mieux, un petit soin maison qui peut parfois aider pour des inconforts bien précis. Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais vous en parler. Le premier usage que je trouve raisonnable, c'est pour les zones sèches et rugueuses. Les talons rêches, les coudes secs, les mains abîmées par le froid, par les lavages répétés, par le temps. Là, oui, une petite quantité d'huile de ricin avec une toute petite pincée de bicarbonate peut servir de soin ponctuel. Non pas pour guérir quoi que ce soit de profond, mais pour adoucir, pour lisser légèrement, pour donner à la peau un moment de soin plus nourrissant. Mais je veux insister sur un mot, doucement. Pas comme un gommage agressif, pas comme si vous vouliez polir votre corps jusqu'à le faire obéir, doucement. Le bicarbonate ne doit jamais prendre le dessus. L'idée n'est pas de frotter fort, l'idée est d'assouplir, puis de nourrir. Vous massez 1 minute ou 2, vous laissez éventuellement poser un court moment, puis vous rincez et vous appliquez derrière une crème ou un baume. Si vous sentez que la peau rougit, brûle ou tire trop, vous arrêtez. Ce n'est pas un échec, c'est simplement votre peau qui vous parle. Le deuxième usage possible, c'est pour les mains et les pieds fatigués. Et là, honnêtement, j'ai presque envie de dire que le bénéfice vient autant du rituel que du mélange lui-même. Parce qu'après 60 ans, ce que beaucoup de femmes ont perdu, ce n'est pas seulement de l'hydratation dans la peau, c'est l'habitude de se donner du temps. Elles ont appris à être efficaces, solides, disponibles, organisées, mais rarement tendres envers elles-mêmes. Alors s'asseoir le soir, masser ses pieds, envelopper ses mains, prendre 10 minutes au calme, ce n'est pas superficiel. C'est presque une façon de dire à son corps « je te vois encore ». L'huile de ricin peut être agréable dans ce contexte parce qu'elle laisse un vrai film protecteur. Le bicarbonate, lui, doit rester très discret, surtout si vous avez déjà la peau fine ou facilement irritée. Et parfois,
je vais vous dire quelque chose de très simple. L'huile seule suffit largement. Nous avons trop souvent l'idée que si deux ingrédients sont bons séparément, leur mélange sera encore meilleur. Ce n'est pas toujours vrai. Parfois, la simplicité fait mieux que la recette compliquée. Le troisième usage dont on parle souvent, ce sont les ongles et les cuticules. Là encore, je préfère rester honnête. Pour nourrir une cuticule sèche, une petite quantité d'huile de ricin peut être très bien. Pour ramollir légèrement une peau morte autour de l'ongle, pourquoi pas un contact très bref avec une préparation douce. Mais encore une fois, si vos mains sont sensibles, si vous avez des fissures, si la peau se déchire facilement, l'huile seule sera souvent plus respectueuse. À notre âge, le bon soin n'est pas celui qui promet plus, c'est celui qui agresse moins. Je voudrais aussi parler d'un autre domaine où ce mélange est souvent présenté comme presque miraculeux, le cuir chevelu. Beaucoup de femmes entendent dire que l'huile de ricin va faire repousser les cheveux, réveiller les follicules, épaissir la chevelure, et que le bicarbonate va purifier le cuir chevelu en profondeur. Là, il faut ralentir. Oui, un massage doux du cuir chevelu avec un peu d'huile peut être agréable, surtout si le cuir chevelu est sec. Oui, cela peut faire partie d'un rituel de soin, mais non, cela ne remplace pas le fait de comprendre pourquoi les cheveux tombent. Si vous perdez vos cheveux, le vrai travail reste toujours le même. Regardez le stress, les hormones, le fer, les protéines, les médicaments, la thyroïde, le sommeil, les coiffures trop serrées, les agressions répétées, le cuir chevelu irrité. Voilà la vraie enquête. Le corps ne change pas parce qu'on l'enduit d'une promesse. Il change quand on comprend enfin ce qui l'épuise. Et je vais être encore plus claire, je ne conseille pas le bicarbonate sur le cuir chevelu comme habitude régulière. Beaucoup de personnes le tolèrent mal. Le cuir chevelu peut devenir sec, irritable, inconfortable. Or, le but n'est pas de décaper, le but est de soutenir. Cette différence, elle est immense. Il y a aussi des usages dont j'aimerais franchement vous éloigner. Les applications près des yeux, par exemple. Certaines vidéos parlent de paupières fatiguées, de poches, de rides autour des yeux. Personnellement, je trouve cela inutilement risqué. La peau du contour de l'œil est déjà l'une des plus fines du corps, et le bicarbonate en particulier n'a rien à faire trop près d'une zone aussi sensible. On peut vouloir vieillir avec grâce sans transformer sa salle de bain en laboratoire hasardeux. Même prudence pour la bouche et les gencives. Oui, le bicarbonate est connu dans certains dentifrices. Oui, il peut avoir un rôle très encadré dans certains produits formulés pour cela. Mais mélanger chez soi du bicarbonate avec de l'huile de ricin pour l'appliquer sur les gencives ou dans la bouche, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais avec enthousiasme, surtout chez des personnes qui ont déjà des muqueuses sensibles, des traitements en cours ou des problèmes dentaires qui méritent un vrai avis professionnel. Et il faut dire un mot très important sur les plaies, les peaux abîmées, les infections, les masses, les douleurs chroniques, parce que c'est souvent là que le danger des remèdes maison apparaît. Quand on commence à espérer d'un petit mélange ce qu'il ne peut pas donner. Une mycose importante, une plaie ouverte, une rougeur chaude et douloureuse, une boule sous la peau, une douleur articulaire persistante, un gonflement inhabituel, une irritation qui s'aggrave. Tout cela n'est pas un terrain de jeu pour les recettes virales. Vous avez le droit d'aimer le naturel. Vous avez le droit de préférer les gestes simples. Vous avez le droit de ne pas vouloir vous jeter sur des solutions lourdes à la première gêne. Mais vous avez aussi le droit, et même le devoir envers vous-même, de ne pas retarder un vrai regard médical quand quelque chose dépasse le cadre du petit inconfort quotidien. Parce que la grande maturité en santé, pour moi, c'est cela. Savoir distinguer le confort du traitement, le rituel du remède, le soin de surface et le problème de fond. Beaucoup de personnes se perdent précisément là. Elles appliquent avec discipline un mélange sur leur peau, leurs articulations, leurs cheveux, leur ventre, leurs sinus, mais elles ne regardent jamais ce que leur corps essaie vraiment de dire. Si vous avez la peau sèche, oui, prenez-en soin. Mais regardez aussi votre hydratation, votre alimentation, votre chauffage, vos savons trop agressifs, vos carences possibles.
Si vous avez les pieds abîmés, oui, nourrissez-les. Mais regardez aussi vos chaussures, votre circulation, votre glycémie si besoin. Si vos cheveux tombent, oui, massez doucement si cela vous fait du bien. Mais regardez aussi votre fer, votre sommeil, votre niveau de stress, vos hormones. Le corps aime qu'on pense en système, pas en recette magique. J'aimerais aussi vous rappeler quelque chose de très doux, très simple et pourtant très profond. Parfois, ce qui soulage le plus, ce n'est pas l'ingrédient, c'est l'attention. Le fait de s'asseoir, de respirer moins vite, de toucher son propre corps sans lui faire la guerre, de cesser de se traiter comme une urgence administrative. Beaucoup de femmes, surtout après avoir tant donné, ont besoin de cela plus qu'elles ne l'imaginent. Je me souviens très bien d'une période où tout, chez moi, devait aller vite. Même me mettre de la crème devenait quelque chose à faire entre deux obligations. Et puis j'ai commencé à ralentir, à rendre certains gestes à nouveau sensoriels, presque paisibles. Et j'ai compris que le système nerveux se détend souvent avant même que le corps change. Cette détente, déjà, est un soin. Alors si vous souhaitez essayer ce mélange, faites-le dans un cadre très modeste. Une petite quantité, une zone limitée, une peau intacte, un test préalable sur une petite surface, une observation honnête. Pas d'application près des yeux, pas sur une plaie ouverte, pas sur une peau déjà très irritée, pas comme traitement d'un problème important. Et surtout, arrêtez immédiatement si cela brûle, pique, gratte ou empire les choses. Et j'aimerais vous proposer une façon plus intelligente de poser la question. Au lieu de vous demander « ce mélange peut-il tout changer ?», demandez-vous « pour quel petit inconfort précis pourrait-il être utile, sans me faire de mal ?» Rien que cette question change tout. Elle vous remet dans la réalité, elle vous remet dans la nuance, elle vous remet dans une relation adulte avec votre santé. Ce que j'aimerais pour vous, après 60 ans, ce n'est pas une nouvelle dépendance à des promesses sensationnelles. C'est une plus grande confiance dans votre capacité à discerner, à savoir quand un geste simple suffit, à savoir quand il faut regarder plus loin, à savoir que votre corps mérite du respect, pas du marketing. L'âge n'est que le début d'une manière plus fine de prendre soin de soi, une manière moins brutale, moins naïve aussi, moins fascinée par les miracles et plus attentive au réel. Alors oui, gardez l'huile de ricin si elle vous convient. Gardez le goût des soins simples. Gardez les rituels qui vous apaisent. Mais laissez tomber les promesses qui veulent vous faire croire qu'un petit mélange de cuisine va réparer tout ce que seule une vraie écoute du corps pourra éclairer. Vous avez passé votre vie à être forte. Vous avez désormais le droit d'être lucide, douce et exigeante avec ce que vous acceptez comme soin. Et peut-être qu'au fond, le vrai changement commence là. Non pas dans le bocal, mais dans votre regard. Parce que le corps n'a pas besoin que vous croyiez à tout. Il a besoin que vous appreniez à mieux l'aimer.